Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition été du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de ce journal. Avec à la une cette semaine, les bons plans botaniques de la rédaction de TV7. Quelles plantes choisir pour consommer moins d'eau en période de sécheresse? Réponse à suivre dans quelques instants. Un village d'or au cinéma, à quelques jours de sa sortie dans les salles obscures, la chaîne 8 Mont-Blanc nous fera découvrir la commune qui a servi de décor au film primé par la Palme d'Or à Cannes, Anatomie d'une chute. Et puis de l'art aussi au mitard dans ce journal. WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard, nous présentera le nouveau projet artistique implanté au cœur de la citadelle de Douillens, une exposition en forme d'hommage pour des femmes enfermées sur place il y a 2 siècles. Mais on débute donc cette édition avec ces conseils botaniques pour utiliser moins d'eau en ce mois d'août. Quel que soit votre intérieur ou votre jardin, choisir des plantes moins gourmandes en eau peut influencer votre consommation et votre porte-monnaie donc. Certaines espèces habituées des zones sèches et chaudes s'adaptent mieux à des températures élevées. Un constat qui n'a pas échappé aux jardiniers amateurs, comme a pu le constater dans les allées d'une pépinière. Dominique Parmentier pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Toutes les plantes ont besoin d'eau pour survivre, mais certaines moins que d'autres. Et c'est le cas des plantes méditerranéennes, résistantes par essence. La lavande, ça résiste à tout. Allez, c'est beau, ça. Une belle lavande comme ça. C'est la lavande papillon, celle-ci. Vous avez cette plante-là qui est aussi méditerranéenne, qui s'appelle un Westrangia, une germande en arbre. Et il y a des yuccas, il y a l'olivier qui fait une arrivée en force. On a l'eucalyptus aussi. Toutes ces plantes s'adaptent donc parfaitement aujourd'hui à notre région, touchée par les épisodes de sécheresse et de canicule, d'autant que les hivers sont aussi moins froids. Donc ça, c'est le Yucca rostrata, donc qui est vraiment très déco, qui est magnifique. On le voyait très peu dans la région avant. Et quand vous regardez des anciens films, notamment des vieux de Funès avec les gendarmes de Saint-Tropez, on ne voit que ces plantes-là, qu'on ne voyait jamais ici avant, et c'est en train d'arriver chez nous. C'est donc ces variétés qu'il faut aujourd'hui privilégier plutôt que les hortensias et autres camélias, très gourmands en eau. L'été dernier notamment, il y a eu une grande catastrophe chez la plupart des gens. Les plantes sont mortes. Et donc là, ils disent on en a marre, on avait des camélias depuis 30 ans et ils ont cramé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par quoi on peut remplacer? Mais si les jardiniers amateurs se soucient de plus en plus d'économiser l'eau, ils sont moins nombreux à connaître les plantes les plus adaptées au réchauffement climatique. Oui, on fait attention. On n'arrose pas tous les jours, par exemple. On essaye de les acheter régionales, c'est-à-dire qu'on ne plantera pas des plantes du Midi dans le Nord ou vice-versa. J'essaie de faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de besoin en eau. Et vous savez quelles plantes en ont plus besoin, moins besoin? Alors non, justement, pas du tout. Je fais toujours attention. Et puis ça encore plus, ça, parce que ça demande encore moins d'eau. 2 ou 3 2. C'est aussi pour ça qu'on va prendre des phénix qui sont plutôt des plantes du sud, là où il fait très chaud, alors que pour notre région devient de plus en plus asséchée. Donc quitte à planter, autant planter des produits ou des arbres qui sont économes en eau, on va dire. Et même si on fait aujourd'hui plus attention, on arrose trop, constate le pépiniériste. On a pris des mauvaises habitudes en fait. Comme on avait l'eau disponible tout le temps, on a tendance à trop arroser. On va se retrouver des cas où on va arroser des lauriers roses alors qu'il n'y a pas besoin, ou arroser trop souvent alors qu'on peut espacer. La plante, elle arrive à s'adapter. Une économie bonne pour la planète, pour le porte-monnaie, mais aussi pour la plante. Voilà, et dans cette course à la préservation des ressources en eau, la technologie peut évidemment s'avérer très utile. La preuve dans l'Hérault, où une commune a décidé de surveiller l'état de ses canalisations grâce à une balle en mousse bardée d'innovation. Les explications d'Eliott Francom pour Via Occitanie. C'est une petite boule pas plus grande qu'une balle de tennis qui est envoyée dans les canalisations. À une vitesse de 60 cm par seconde, elle va analyser les 2 km de tuyaux de la ville. Poche d'air, petite et grande fuite, tout est détecté sur son passage. Dedans, elle est équipée principalement d'un microphone. C'est ce qui permet de détecter les fuites puisque c'est un bruit de sifflement, c'est une dépression. Et pour après les localiser, on utilise des capteurs qui sont sur la canalisation, qui sont eux géolocalisés au GPS. Et la symbole est dotée d'un émetteur de son, un ultrason, que le capteur reçoit. Pour vérifier qu'elle ne s'est pas coincée dans les canalisations, 6 points de contrôle ont été mis sur son passage. À l'aide de l'ordinateur, Yann peut vérifier la position en direct. On va avoir donc là des premières notions de distance. Donc là, elle serait aux alentours de 100 mètres, donc en amont.
Et au fur et à mesure, les points vont se rapprocher. Et une fois qu'elle aura passé le point de contrôle, moi j'aurai une distance quasiment proche de 0 qui permettra de confirmer qu'elle est bien passée. Un peu plus d'une heure après, la boule ressort dans ce réservoir d'eau. Les données vont maintenant être analysées au Canada ou à Singapour. Les résultats sur les éventuelles fuites d'eau seront ensuite transmis à la collectivité dans un mois. L'intérêt justement en période de sécheresse comme en période ordinaire, c'est de pouvoir faire une inspection des canalisations sans avoir d'impact sur les usagers. Donc ça va être transparent pour les usagers et on va avoir une analyse très fine de toutes les problématiques qui sont concernées par ce tronçon de canalisation. Une opération qui a un coût. Près de 42 000 € ont été déboursés pour cette détection. De l'eau courante aux profondeurs marines dans ce journal, direction la Martinique, pour découvrir une première mondiale en faveur de la protection des tortues. Une équipe de chercheurs français a réussi à mettre en évidence des sons d'urgence émis par les tortues en cas de danger. Une vocalise naturelle qui pourrait être exploitée par les pêcheurs et éviter ainsi les prises accidentelles dans les filets. Les détails avec ce reportage de Jean-Marc Dabreux pour Via ATV. Regardez. Le monde de l'océan réputé silencieux, soudain perturbé par un son d'alerte émis par cette tortue verte. Propagée par un haut-parleur sous-marin, une vocalise naturelle différente provoque une réaction sans équivoque sur cet autre animal. Elle est en train de s'alimenter, là, et tout d'un coup le son arrive et hop, elle se met en vigilance. C'est le résultat de plusieurs années d'études réalisées par ce chercheur du CNRS. En fait, ça fait 5 années qu'on fait l'étude acoustique des tortues marines. Donc, on a équipé ces tortues de caméras embarquées, munies d'hydrophones, ce qui nous a permis justement d'enregistrer différentes vocalises chez les tortues, vertes notamment, et donc d'avoir tout un répertoire vocal. Et parmi ce répertoire vocal, il y a quelques vocalises qui correspondent soit à de l'alerte, soit à de la fuite, soit justement à de la mise en garde, parce qu'il y a certains individus qui interagissent et qui font fuir d'autres individus. Objectif final, sauver des centaines de tortues vertes coincées chaque année dans les filets des marins pêcheurs. Au large du Diamant, une caméra embarquée munie d'un micro est posée sur cette autre espèce de tortue. C'est la suite du projet Topaz qui concerne au début les tortues vertes. Maintenant, on va étudier les vocalises chez les tortues imbriquées. Et parmi ces vocalises, on va essayer de créer un répertoire vocal, et notamment un éthogramme qui permettra par la suite d'essayer d'extraire les vocalises qui pourraient être liées à de l'alerte ou de la fuite chez les tortues imbriquées. Si l'étude est concluante, des balises acoustiques pourraient être installées à proximité des filets ou des zones à risque et ainsi protéger les tortues marines dans le monde entier. Sans transition, vous êtes sûrement nombreux en ce moment à profiter de l'été pour vous balader au milieu des forêts et autres espaces verts. Une activité basique, néanmoins difficile à réaliser quand on se déplace en fauteuil roulant. C'est pour déjouer cette réalité qu'un premier sentier forestier adapté vient d'être créé dans l'Aube. D'une longueur de 800 mètres, celui-ci permet aux personnes en situation de handicap de parcourir plus aisément la forêt. Un sujet de Christian Vieira pour Canal 32. L'aménagement du sentier du Roi Chêne a été imaginé par une société auboise. Sur près de 800 mètres, les personnes en fauteuil roulant peuvent s'aventurer dans la forêt. 6 points d'arrêt permettent à tous les publics d'en apprécier les subtilités. C'est absolument pas uniquement pour les personnes en fauteuil roulant, c'est pour les personnes, pour toutes les personnes avec ou sans besoins spécifiques. Vous allez aussi trouver des choses qui sont adaptées par exemple pour les tout petits, à la galerie des portraits, ou on a pensé aux classes scolaires sur les primaires et maternelles. Ces sculptures en fait sont des supports tactiles pour les personnes déficientes visuelles. Par exemple ici vous avez un oiseau. Il est atypique par le fait déjà qu'il soit accessible aux personnes à mobilité réduite et qu'il soit dans un milieu forestier. Porté par le Conservatoire du littoral, celui-ci a pour mission de veiller à la protection des forêts grâce à l'acquisition de parcelles. Ici, tous les aménagements sont réversibles afin de ne pas dégrader les sols. Ce poteau là, si on prend l'exemple, il est juste fiché dans le sol. On a quelques planches qui servent à la stabilité. Mais demain, si je veux, je peux prendre le poteau, l'enlever et il n'existe plus. Habitué à aménager des sentiers, cette adaptation aux personnes à mobilité réduite est une première dans l'Aube. Tout simplement parce que ces publics n'y ont pas accès aujourd'hui. C'est vraiment très compliqué pour ces gens d'avoir accès à la forêt simplement et de pouvoir se balader et de ressentir l'ambiance forestière. Voilà. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire ici. Ici, on avait un contexte particulier, c'est qu'on est à proximité directe du parc qui amène déjà un certain nombre de publics souffrant de handicap. Ce n'est pas le seul à ma connaissance. Par contre, c'est vrai que c'est peut-être un des premiers qui sera labellisé pour tout handicap, voilà, au titre de la marque Tourisme et Handicap. On ne peut le savoir que lorsque le
le sentier est aménagé lorsqu'il est testé, etc. Situé à 2 pas de la maison du parc, cet aménagement devrait initier un public familial à la découverte des activités proposées au fil des saisons. Il vient d'être inauguré le jeu Le Triangle Secret. Et donc le jeu et ce parcours, je pense que ça attire une nouvelle population, de nouveaux touristes. Ils viennent à la maison du parc pour se balader, ils viennent surtout pour prendre de la documentation, des informations. Ça peut être l'espace faune, toutes les randonnées, les pistes cyclables. Un autre sentier de randonnée nommé le Colosse au pied d'argile sera finalisé d'ici novembre. D'une longueur de 7 km, il sera adapté à un public familial. Allez, un mot de cinéma présent dans ce journal avec la sortie mercredi prochain du film Anatomie d'une chute, réalisé par Justine Triet. Un film primé, comme vous le savez, par la Palme d'Or à Cannes il y a quelques semaines et très attendu par le petit village de Ville-à-Rambert-le-Corbier en Maurienne. En effet, c'est cette commune qui a servi de décor au long métrage. Une récompense et une mise en avant qui fait évidemment la fierté des habitants sur place, comme a pu le constater Agathe Crinchot pour la rédaction de 8 Mont-Blanc. Au cœur de la Maurienne, c'est un plateau de cinéma naturel qui a brillé sur la Croisette. Des prairies fleuries où la neige a disparu, des chalets authentiques, non loin de là, les majestueuses aiguilles d'Arve. Des paysages que le petit village de Ville-à-Rambert a prêté au film Anatomie d'une chute à la fin de l'hiver 2022. Le long métrage de Justine Triet vient de remporter la récompense ultime à Cannes, et cette palme d'or, c'est aussi un peu celle de Ville-à-Rambert. C'est vraiment une véritable fierté pour nous. On pouvait espérer, hein, quand on a vu que le film était à Cannes, on s'est dit, bah oui, on peut toujours espérer. Et quand on a vu les résultats, la Palme d'Or, bah, c'était pour nous extraordinaire. Dimanche matin à 7 h, moi j'avais un gars qui m'appelait, un habitant du village, et qui m'a dit, on a gagné. Voilà, donc c'était vraiment très bien. L'intrigue se déroule notamment dans ce chalet isolé du village savoyard. Construit début 1900, la bâtisse est imposante. Le bois provient en partie d'un ancien hameau qui a brûlé en amont du village. Cette habitante y a passé son enfance. Elle va désormais le retrouver sur les écrans. Moi, j'ai été élevée là-haut avec mes parents. J'ai grandi là-haut. Il y avait encore mon grand-père, ma grand-mère. On est allé voir, oui, c'était impressionnant. Hein. Et ça fait quoi bien de voir un peu son chalet d'enfance servir de... Ah, bah ça fait chaud au cœur, hein, c'est sûr. Hein. L'équipe de tournage avait posé ses quartiers ici, au centre du village. Situé au pied de la station du Corbier, Ville-à-Rambert, 250 habitants, se prend désormais à rêver d'autres affiches. On peut espérer aussi que d'autres films pourront être tournés sur place. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un village typique, hein, typique montagne, et puis on a une station moderne qu'on peut voir tout en haut. Donc on peut s'adapter sur beaucoup de films différents. En attendant de revoir des caméras, Ville-à-Rambert se retrouvera dans les salles de cinéma à partir du 23 août prochain. Et que diriez-vous de passer une nuit sous les étoiles? Voilà une idée qui a du charme en ce mois d'août. Et c'est la promesse notamment d'un gîte insolite situé en Bretagne. Sous une bulle de plastique éco-responsable, les touristes sont invités à se détendre à ciel ouvert. Un moment de bien-être que nous offre Mathilde Giannini-Bayon pour la chaîne TVR. Regardez. C'est un planning bien chargé qui s'affiche devant les yeux d'Éric. Ces 2 bulles sont réservées depuis au moins un mois. Alors, j'ai mon planning de réservation jusqu'à la fin de l'année. Et on voit qu'on a tous nos week-ends sont pris pratiquement jusqu'à mi-août. Alors, à quelques heures de l'arrivée des prochains clients, tout est minutieusement arrangé dans ce logis qui se veut écologique. Pastilles de dentifrice et gel douche biodégradable, tout est pensé pour que ces bulles aient le moins d'impact possible sur l'environnement. D'une part, un habitat qui est complètement démontable, donc il n'y a aucun impact sur le terrain en lui-même. Les bulles sont fabriquées en plastique recyclable et toute notre eau est récupérée. C'est pour ça qu'on ne la pollue pas et qu'on n'utilise que des produits naturels. Un site d'hébergement touristique qui vient renforcer l'offre locale avec une volonté claire, celle de se démarquer des concurrents. À 25 minutes de Mont-Saint-Michel, on est dans le triangle Fougères-Saint-Malo-Rennes, un vrai attrait touristique dans ce triangle, on n'est pas loin de la mer. Dans une région où on souffre cruellement d'un déficit d'hébergement touristique. Comptez tout de même entre 165 et 195 € pour passer une nuit loin du tumulte de la ville, et ce, sous les étoiles.
Voilà, et sous les étoiles ou à l'intérieur, vous profiterez sûrement des vacances pour passer du temps en famille. Les jeux de société notamment sont très prisés en cette période, par les petits comme par les grands. Dans les Vosges, Aurélie Marzoc s'est spécialisée dans les jeux en bois sur le thème de l'éducation à l'environnement. Un projet en circuit court et à l'échelle locale pour en savoir plus sur la nature tout en s'amusant. Les précisions de Thierry Lasson et d'Hélène Leplat pour Vosges TV. Ces petites pièces en hêtre pourraient bien vous surprendre. La Multiforêt, c'est le nom de ce jeu éducatif. Un jeu parmi d'autres développé par la designer Aurélie Marzoc, parti d'un constat simple. Si nous apprécions la nature qui nous entoure, nous savons en réalité bien peu de choses à son sujet. Aujourd'hui, mes jeux sont adaptés à des associations d'éducation à l'environnement ou alors des structures d'animation, des personnes qui accueillent du public en tout cas. Lire des livres, c'était une chose qui était peut-être pas évident pour tout le monde. Donc l'idée de créer des jeux, ça a été une manière de démocratiser et de partager des moments communs autour des moments d'apprentissage autour de la forêt et du jardin pour le moment. Petit à petit, la collection va s'étoffer. Mercredi matin au Xylolab d'Épinal, quelques curieux s'essayaient à ce jeu sur le thème des saisons et de la forêt. On n'a pas tous accès à la forêt et justement ça peut être une manière d'apprendre avec les enfants mais même entre adultes parce que si on habite en ville et qu'on ne connaît pas forcément à quelle période le cerf il brame justement par exemple ça peut être sympa de découvrir plein de choses au sujet de la forêt. Donc, il va falloir que vous triez les fruits, les légumes, les fleurs et les aromates. Deuxième essai cette fois dans le potager. Le saviez-vous, l'oignon n'est pas un aromate mais un légume. C'est aromate ou c'est comme légume? Pour un panel de fruits, de légumes et de fleurs et tomates. Et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on mettait dans une case alors qu'en réfléchissant bien, c'est pas forcément l'idée qu'on avait au début. Le plateau et les pièces sont en hêtre massif des Vosges, transformés dans le département, tout comme la boîte. Une démarche de circuit court voulue par la créatrice. J'apprécie énormément de travailler avec des personnes qui sont juste à côté de chez moi. Donc être au contact des créateurs, des fabricants, c'est vraiment pour moi des valeurs que je veux créer et impliquer dans mes jeux en fait. Une plus-value locale qui a un coût, compté entre 70 et 120 € la boîte de jeux, mais qui a déjà ses acheteurs, notamment des collectivités dans le Grand Est ou encore en Ile-de-France. Le projet débuté il y a 4 ans va continuer à se développer avec une nouveauté à venir au catalogue, un jeu sur le thème de l'environnement dans la ville d'Épinal. Se rapprocher de son environnement, c'est aussi l'une des motivations qui l'a poussé vers la céramique. Direction à présent la Loire dans ce journal pour une reconversion pour le moins étonnante, celle de Yannick Tondeux, un ancien salarié du nucléaire qui a lancé son activité d'artisanat d'art. Un changement professionnel osé mais réussi si l'on en croit la qualité des objets qu'il conçoit pour décorer tables et intérieurs. Un reportage de Morgane Cros pour TL7. Façonner des objets en argile, aux courbes et décors épurés. Yannick Tondeux, céramiste, souhaite faire entrer l'artisanat d'art dans notre quotidien, en façonnant des céramiques que l'on ait plaisir à utiliser chaque jour. En fait, vraiment, ce qui m'anime, c'est de partir d'une matière brute, donc en l'occurrence l'argile, et d'arriver à, juste avec ses mains et un outil assez rudimentaire, à en faire un objet qui peut être soit utilitaire, soit juste décoratif. Yannick Tondeux décide de changer de vie en 2022 et de faire de sa passion son métier. Le technicien d'exploitation nucléaire est devenu céramiste. L'artisan utilise un procédé de cuisson particulier, le raku. Dans ce four à gaz, Yannick Tondeux installe ses céramiques pour leur donner leur rendu final. Porté à 1000 degrés pendant environ 1h30, le four est ensuite ouvert en pleine cuisson, puis trempé dans de la sciure et dans de l'eau froide. Et ça va provoquer des effets de craquelure sur les pièces, ça va provoquer de la métallisation, des reflets. Ce travail tout en finesse, l'artisan aime le transmettre et le partager. Un moment relaxant unique, l'argile, matière première de la céramique, offre un panel d'émotions et de sensations où la frustration n'a plus sa place. Voilà un magnifique travail et une belle histoire qui nous conduisent cette fois-ci dans l'Isère à la découverte d'un autre savoir-faire, celui de tourneur sur bois. Une activité qu'a décidé d'embrasser il y a 10 ans un ancien chaudronnier. Dans l'atelier de Jacques Esserméan, le bois devient œuvre d'art et sa passion, une transmission. Mirko Pecci pour Télé Grenoble.
Les yeux fixés et le geste précis, Jacques Esserméan, ancien chaudronnier et tourneur d'art sur bois depuis 10 ans. À l'aide d'un tour, il creuse, il affine et forme des rondins de bois pour extraire des œuvres d'art. La passion du bois, au départ, c'était pour faire des petits leurres de pêche. Et puis, ça s'est vite transformé en « c'est vraiment magique, qu'est-ce que je peux faire de plus et de mieux ?» Donc, j'ai fait des formations basiques et maintenant, je suis formateur. Sa rencontre avec le tourneur d'art Alain Meillan, il y a 8 ans, a influencé son style. Aujourd'hui à la retraite, il crée dans son atelier à Saint-Nizier-du-Moucherotte. Il y a beaucoup de rigueur à avoir quand on tourne, c'est une concentration permanente. On oublie tous les problèmes de la journée quand on fait du tournage parce qu'on est complètement absorbé et aspiré par les formes et le copeau, quoi, j'allais dire. Non content d'utiliser des outils du commerce, son expérience dans la chaudronnerie lui permet de créer ses propres instruments. Son essence favorite est l'érable, un bois blanc facile à creuser qui lui permet de travailler finement pour ses créations les plus exigeantes. Parce qu'il faut 3 choses pour faire une pièce artistique. Il faut d'abord l'idée, la pièce de bois qui va bien pour faire l'idée qu'on veut, et puis l'envie. On ne se force pas à faire une pièce si on n'est pas prêt à la faire. Sans cesse en quête d'amélioration, il trouve de nouvelles idées en rencontrant des artistes lors d'expositions. Ses conceptions uniques sont de plus en plus fines, de plus en plus rigoureuses. En donnant des formations, il souhaite transmettre son savoir aux curieux voulant apprivoiser cette matière. Un parcours photographique en plein air, dans les arbres, les chemins, les murs ou même à la surface de l'eau. L'abbaye de l'Épau dans la Sarthe abrite actuellement la nouvelle édition de sa saison photographique. L'occasion pour les visiteurs et les touristes de découvrir 6 artistes et leurs clichés dans un écrin historique et naturel. Un reportage de Laure Girard pour LMTV. Depuis 11 ans maintenant, chaque été, l'abbaye royale de l'Épau nous invite dans un voyage photographique. Parmi les 6 artistes mis à l'honneur, le Sartois Jean-François Molière. Son travail résonne parfaitement avec l'architecture cistercienne du scriptorium. C'est aussi l'architecture ancienne, parce que ce que j'ai beaucoup photographié, c'est les premiers gratte-ciel à Chicago, en 1880. Donc en fait, on n'est pas simplement dans une modernité d'architecture contemporaine, on raisonne aussi avec une histoire de l'architecture. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Le parcours invite aussi à la promenade dans les 13 hectares du parc. C'est une longue promenade, déambulatoire, introspective. On peut prendre le temps de regarder chaque image. Finalement, la photographie, c'est ça aussi. Ça interroge et ça interpelle individuellement la façon dont on est sensible à l'image projetée. Des images qui ne se substituent pas au lieu, mais l'intègrent tout en douceur. Ici, les rues du Caire se fondent parfaitement dans les herbes printanières. Je suis assez content, je viens de découvrir l'expo, je trouve ça assez beau. Parmi les herbes folles, c'est surtout, voilà, c'est peut-être le fait qu'il s'est laissé ces herbes folles. Et pourtant, c'est marrant parce que ça marche et en même temps, mes images ne sont pas du tout bucoliques, puisque c'est plutôt des images de la cité en général, où les gens, même si en Égypte, j'ai trouvé... Il n'y a rien de plus beau que les bords du Nil, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai photographié. Et pourtant, les mondes se rejoignent en parfaite harmonie. Un voyage à découvrir jusqu'au 6 novembre 2023. Et si l'art prenait possession du mitard? À Douillens, dans la Somme, un collectif de street artistes a investi, le temps d'une exposition éphémère, l'historique citadelle de la ville. Sur les murs et dans les cellules, des peintures et des collages rendent hommage aux femmes qui ont été privées de liberté dans ces anciens bâtiments militaires. Un travail à découvrir jusqu'en septembre et dont Jérémy Houbron vous dévoile quelques images avec ce sujet pour EO TV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard. Des visages presque fantomatiques, comme des ombres venues d'un lointain passé. Depuis avril, la citadelle de Doulan rend accessible au public l'une de ses plus longues pages d'histoire, celle liée à l'incarcération des femmes. Sur les murs de cet ancien mitard, des œuvres éphémères réalisées par 8 street artistes, comme un hommage aux femmes emprisonnées. La thématique était tout trouvée, en fait, c'était de travailler sur la féminité et sur l'emprisonnement. Moi, j'avais vraiment cette envie que ces œuvres apparaissent comme des fantômes, un peu, comme si c'est des murs transpirés, en fait, ces œuvres qui laissaient sortir toutes ces années, en fait, de problématiques qui a pu se trouver dans ces pièces, quoi.
une inspiration artistique née d'un passé de souffrance. Quand à la fin du 19e siècle, la citadelle devient une école de préservation pour jeunes filles mineures, parfois mères ou enceintes. Les plus rétives se voyaient enfermées ici. On fait mention d'usage de camisoles, donc des jeunes filles étaient camisolées. Beaucoup de mentions de suicide également, donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement violent. Si les archives manuscrites évoquent la souffrance de ces jeunes femmes, les cellules elles-mêmes portent encore les stigmates du passé. À l'image des dizaines d'inscriptions qui recouvrent ces murs, des fragments de vie qu'il faut savoir observer. On s'aperçoit qu'il y a des dizaines d'inscriptions. Reste à faire dans cette turne 235 jours. Vive la quille. Sous les peintures, collages et sculptures du collectif Curb, les vies de ces femmes prisonnières sont remises en lumière. L'exposition Transgression restera accessible aux visiteurs au moins jusqu'en septembre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce grand JT des territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'été. À bientôt, au revoir.